conférence, elle s'appelle « De la mort à l'amour ». Beaucoup de gens disent que ça fait bizarre parce qu'on connaît de l'amour à la mort, mais dans ce sens-là, c'est pas connu. Ça fait bizarre. Alors pourquoi c'est dans ce sens-là, de la mort à l'amour? Tout simplement parce que ma vie, elle a commencé avec la mort. Avant de naître, j'avais déjà rencontré la mort. J'avais rencontré la mort dans le ventre de ma maman. Quand j'étais dans le ventre de ma maman, il y a eu un cataclysme, quelque chose d'épouvantable qui s'est passé. Et j'ai senti toute la détresse de ma maman. Détresse, le mot est un peu faible, mais je dirais comme ça, toute sa détresse. Et moi, je ne comprenais évidemment pas ce qui se passait, mais j'ai bien senti que ce n'était pas très sympathique. Et en fait, dès le ventre de ma maman, je me suis posé plein de questions. Alors bien sûr, je vous dis ça maintenant, j'en étais pas consciente avant. C'est parce que j'ai fait un travail sur moi que je peux remettre le fil dans l'autre. Et je me suis posé plein de questions, à savoir, est-ce que ça vaut la peine de vivre sur Terre? Si c'est pour vivre une épreuve pareille, si c'est pour souffrir autant, est-ce que ça vaut la peine de venir sur Terre? Et puis, ma maman est déjà tellement triste, elle a déjà tellement de soucis. Est-ce que si moi je viens encore sur Terre, je lui rajouter un souci, une charge, c'est peut-être pas une bonne idée que de venir sur Terre. Toutes ces questions, je me les suis posées dans le ventre de ma maman. J'ai choisi de vivre, l'étincelle de vie était plus forte que l'envie de partir. Et même si je n'avais qu'une toute petite chance d'avoir une vie sympathique, eh bien ça valait la peine de vivre cette vie. Alors je suis née contrainte et forcée le 10 mars 1963. Moi c'était clair, je ne voulais pas spécialement venir, je ne me suis pas précipitée, j'étais bien dans le ventre de ma maman, je ne me suis pas précipitée sur Terre. Et quand je suis née parce qu'une sage-femme est venue me chercher, je suis née dans des eaux verdâtres. Et dès le départ de ma vie, j'avais des problèmes de peau, c'est-à-dire que j'étais restée trop longtemps dans le liquide amniotique et ma peau ne supportait rien, aucun habit, je vivais dans du coton. Comme si quelque part, j'avais besoin pour ma naissance d'être dans du coton à l'arrivée sur Terre, pour supporter l'arrivée sur Terre. Tellement pour moi c'était vraiment violent. Et donc je suis née et on pensait bien sûr que j'allais mourir parce qu'on se disait, bon, elle est dans un piteux état cette petite. Alors elle va pas vivre. Bon, je suis là, donc vous avez déjà la réponse à la question. Et je vais vivre du mieux que je peux. Et d'être laissée dans le liquide amniotique trop longtemps, donc je ne supportais rien. Et toute ma vie, j'ai eu des problèmes de peau. J'ai eu du psoriasis, les pieds, la tête aux pieds. J'ai souvent eu beaucoup de problèmes de peau. Et les problèmes de peau, maintenant je le sais, en grande partie, ce sont des problèmes de la relation aux autres. La peau, c'est le contact, c'est le toucher entre les êtres, c'est notre enveloppe corporelle. On est à l'intérieur, et c'est le contact avec l'extérieur. Et moi, dès le départ, le contact avec l'extérieur, j'avais un petit souci. Pas consciemment, inconsciemment, bien sûr. Et donc, j'ai vécu dans cette famille. Donc, ce qui s'est passé dans le ventre de ma maman, que j'ai compris qu'il y avait une catastrophe, en fait, c'était la mort de mon papa. C'est pour ça que je dis que je vis avec la mort depuis très longtemps, depuis 57 ans maintenant. Et donc, maman s'est retrouvée veuve, du jour au lendemain, avec 3 enfants en bas âge et moi dans son ventre. Donc quand je suis née, j'avais déjà 3 frères et sœurs. Donc ma sœur aînée avait 4 ans, mon frère 3 ans et mon autre sœur 2 ans. Et moi je suis arrivée au monde. Donc ma maman se retrouve veuve, sans travail,
puisque les enfants, sans finances, puisque le papa était soutien de famille, donc très compliqué. Donc là, dans cette situation-là, eh ben, c'est l'urgence. C'est de la survie, c'est l'urgence. Il n'y a pas le choix, il faut se débrouiller. Et dans ces conditions-là, maman ne peut pas se débrouiller toute seule avec ses 3 enfants. Et donc la belle famille va arriver dans la maison de ma maman. La belle famille, ce sont le grand-père et la grand-mère paternelle et les 2 oncles, les 2 frères à mon père, célibataires qui ne sont pas mariés. Et l'ambiance est particulière parce que les grands-parents n'aiment pas beaucoup ma maman. Et donc il va falloir cohabiter à 9. Je ne sais pas comment on a fait parce que la maison est toute petite. Comment on a fait pour cohabiter à 9 des années durant. Moi je vais grandir là-dedans et j'aurai toujours la sensation de ne pas être à ma place, d'être de trop, d'être une charge, un poids. J'aurai toujours cette sensation de ne pas trouver ma place et de ne pas être à ma place. Dans la famille, mon père n'est plus là, et ma maman, elle fait ce qu'elle peut. Elle n'a pas eu des gestes d'amour quand elle était petite, elle ne sait pas les rendre quand elle est plus grande. Et quant à la belle famille, c'est pareil, ils sont dans la tristesse d'avoir perdu leur enfant, leur fils, ou leur frère. Maman est dans la tristesse d'avoir perdu l'homme qu'elle aimait. Et tout le monde est triste. Et mes frères et sœurs sont tristes, bien sûr, d'avoir perdu leur père. C'est une famille où on ne sait pas se parler. La communication non violente n'est pas connue. Il n'y a que la communication violente qui est connue. On ne sait pas se parler. Et donc moi je grandis là-dedans. Et je me dis toujours, c'est pas ma famille. Ils se sont trompés à la maternité, c'est pas la mienne, ça peut pas être possible. Alors si, c'est ma famille, c'est bien la mienne. Je n'ai pas de sécurité quand je suis petite. J'ai pas de papa, et ma maman ne peut pas me donner l'amour dont j'ai besoin pour grandir, parce qu'elle travaille, elle fait des ménages, elle fait du mieux qu'elle peut, elle fait comme elle peut. Elle a 4 enfants, donc voilà, elle gère comme elle peut. Et la grand-mère paternelle et le grand-père paternel, eux non plus, les gestes d'amour, ils ne connaissent pas, c'est pas du tout, c'est pas dans leur style, ils ne savent pas. Et ce que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est que mon grand-père et ma grand-mère paternelle sont juifs, mais ils n'en ont jamais parlé. Ils ont vécu la guerre, ils ont vécu l'exode, ils ont tout perdu, ils ont dû partir des Vosges pour aller en zone libre. Je l'ai appris beaucoup plus tard, tout ça, et ils ont tous survécu par chance, donc mon papa, ses 2 frères et mes grands-parents. Mais ils en ont gardé des séquelles dans le sens où ils se méfient des gens, dans le sens où ils ne communiquent pas facilement, parce qu'il y a toujours la peur, et aussi une aigreur et une rancœur envers les êtres humains pour certains, qui les ont rejetés juste parce qu'ils étaient juifs, simplement parce qu'ils étaient juifs. Mais ça, ils n'en ont jamais parlé. C'est moi qui, plus grande, ai compris ces choses-là. Il se passe des choses dans la famille que moi je ne comprends pas, que je ne peux pas analyser, je suis bien trop petite. Mais moi je me dis dès le départ, inconsciemment, que pour survivre dans cette famille-là, il va falloir que je trouve des armes. Il va falloir que je me débrouille si je veux vraiment survivre, parce que sinon je ne m'en sortirai pas. Et la première arme de survie, entre guillemets, ça va être mon intelligence. Il me faut développer mon intelligence. Il faut que je me débrouille, que je comprenne les choses. Il faut que je me débrouille, et puis aussi, quelque part, il faut qu'il m'aime dans ma famille. Je veux qu'on m'aime, comme tout le monde. Je ne me sens pas aimée. Donc, pour que je sois aimée, je vais développer des choses, puis comme ça, on m'aimera. Déjà, je vais être très gentille, très mignonne. Je ne vais pas faire de bruit. Je ne prends pas beaucoup de place. Je
je parle pratiquement pas. Et l'intelligence, c'est à l'école. C'est-à-dire que je comprends tout de suite. Je me retrouve, j'ai 2 années d'avance parce que c'est une petite école où il y a toutes les classes, du CP au CM2, on est 2 ou 3 par niveau. Et donc moi je suis avant la maternelle, donc j'entends tout ce qui se passe autour, j'enregistre. J'ai donc 2 années d'avance et moi je ne comprends pas que les autres ne comprennent pas parce que pour moi c'est très facile, je comprends tout, c'est facile. Et je me dis, la famille sera fière de moi, elle va me féliciter. J'ai l'impression qu'ils sont fiers à l'extérieur. C'est-à-dire, oui, il a 2 années d'avance, oui. Mais alors moi, je ne vois pas du tout qu'ils sont fiers de moi. Ils me le cachent bien. Ils sont fiers de moi. Et toute ma vie, c'est ça. Je vais chercher désespérément l'amour que je n'ai pas trouvé étant petite. Je n'ai pas de sécurité de base parce que je n'ai pas eu l'amour de mes parents. Mon grand-père, il était super violent. Pas de mots gentils, rien. Mes 2 oncles étaient complètement tétanisés, ne s'exprimaient pas. Donc voilà, pas l'image masculine pas protectrice du tout. Et la maman, elle faisait ce qu'elle pouvait. Et donc, toute ma vie, je me suis inconsciemment dit, il faut que les gens m'aiment. Qu'est-ce que je peux faire pour que les gens m'aiment ? Et j'ai fait à peu près tout et n'importe quoi pour que les gens m'aiment, mais ils ne m'aimaient pas forcément pour autant. Et je n'étais jamais en sécurité, je ne me sentais jamais à ma place. Dans un groupe comme ce soir, je me suis toujours sentie de trop et je n'intégrais pas les groupes. À l'école, j'étais toute seule, j'avais vraiment quelques amis, mais vraiment quelques amis, et j'étais vraiment maladivement timide. Je n'avais pas de relation amicale, et puis de toute façon on ne recevait jamais personne chez nous, c'était strictement interdit. Donc voilà, donc pas de gens qui viennent, de gens qui partent, on était vraiment en autarcie familiale. Et dans toute ma vie, j'ai recherché l'amour auprès des gens. Donc j'étais gentille, mignonne, je faisais tout ce qu'on me disait. Et surtout, on avait surtout appris à ne pas dire non, donc je ne disais pas non. Que ce soit bénéfique pour moi ou pas bien pour moi, c'était pareil. Je ne disais pas non. Et je voulais tellement qu'on m'aime, que je n'avais pas compris à l'époque, ce que j'ai compris il y a très peu de temps, c'est qu'en fait, tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on recherche toujours l'amour auprès des autres, mais on n'en a jamais assez, parce que dès qu'ils ne sont plus là, on est toujours en manque. Mais j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, que je reproduis exactement ce que j'ai vécu dans mon enfance. Je me dis, c'est pas possible, Claudie. Tu les as pas fait pour ça. Tu les as pas fait pour ça, les enfants. Tu voulais une famille heureuse, là, tu merdes. Là, ça va pas du tout. Tu voulais pas d'alcool, pas de violence, t'es servi. Non, tes enfants sont pas heureux. Ça ne va pas. Il y a un truc qui va pas. Mais comme je suis naïve et que je pense toujours sauver le monde, je suis persuadée, et chaque fois il me le dit, qu'il va changer. Et moi, chaque fois, je le crois. Chaque fois, j'ai l'espoir qu'il va changer. Mais oui, avec l'amour, tout change. Oui, Claudine, bien sûr, t'as qu'à croire. Et j'en suis persuadée. Et je me dis, mais oui, il va changer. Non, il n'a pas changé du tout. Et il faut qu'un de mes enfants me dise, maman, j'ai peur, pour que là, je réalise, Claudine, là, il faut arrêter les dégâts. Ça suffit. Tu n'as pas fait des enfants pour qu'ils aient peur de leur père, qu'ils aient peur d'être en famille. Et toi, tes peurs, c'est ton problème, mais eux, non. Alors, c'est à ce moment-là que je me bouge un peu le trognon. C'est à ce moment-là que je dis, bon, allez, il va peut-être falloir divorcer. Sauf que je n'y arrive pas, parce que j'ai aucune confiance en moi, parce que ça fait 14 ans qu'il me démonte, qu'il me démolit psychiquement, physiquement, et que je suis absolument persuadée que je ne vois rien, que je m'en sortirai jamais avec mes 4 enfants. Je ne travaille pas, j'ai aucun diplôme, je n'y arriverai pas. Alors la vie
Il me faut un gros coup de pied au cul parce qu'elle me dit, bon, il va falloir quand même qu'on la bouge, la Claudine, parce qu'elle n'a pas l'air de vouloir bouger, elle ne comprend pas. Donc il va falloir qu'on la stimule un peu. Hein. Je vais voir une avocate pour divorcer et je renonce au divorce, j'arrête tout. Des années plus tard, mes enfants me diront, la mère, on t'en a voulu. Tu ne peux pas nous faire ça, tu ne peux pas nous faire ça. Si, je vous l'ai fait. Alors, une nuit, je pense pas dernière heure arrivée. Je me dis, ça y est, là cette fois tu veux mourir, tu veux partir, t'as compris. Les policiers arrivent à la maison, enfin bref, c'est le bordel. On met nos urgences et ils me disent tous la même chose, il faut divorcer, madame. Oui, bien sûr. Oui, il faut divorcer. Oui. Moi, je suis toute seule avec mes 4 enfants, je ne travaille pas. C'est bien gentil, mais je fais quoi? Jamais je trouverai un logement, jamais je m'en sortirai. Alors j'ai fini quand même par m'en sortir, contrainte et forcée, et la vie est quand même bien faite. Je vais trouver un travail. C'est un travail à Intermarché où je mets en rayon tous les matins à 5h30 du matin. Je me lève à 4h30 du matin, je pars en vélo et je vais au travail. Et je gagne ma liberté. Et les enfants sont bien, ils se débrouillent le matin. Je suis là à 10h du matin, donc je suis là le midi, je suis là le soir. Enfin bref, il n'y a que le matin qui se débrouille. Et je commence, je vais dire, mon apprentissage de moi-même, si je peux me dire ainsi. Et je me dis, je vais rester seule, parce qu'il vaut mieux être seule que mal accompagnée. Donc les hommes, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, je vais me démerder, j'élève mes enfants. Et c'est ce que je vais faire, je vais élever mes enfants. Et j'ai 3 garçons dans mes enfants. Et je ne veux pas que mes 3 garçons soient comme leur père. Et je ne sais pas quoi faire, mais je me dis, il faut vraiment que je les protège, il faut vraiment qu'ils soient différents. Alors je ne parle jamais de leur père, je ne dis jamais de mal de leur père, parce que c'est leur père. Et ils grandissent. Et je grandis toujours avec cette petite inquiétude, est-ce qu'ils vont être comme leur père? Puisque mon ex-mari était comme son père, etc., etc., enfin voilà. Et en fait, il s'avère que pas du tout. Mes enfants, c'est le contraire. Mes enfants ont tellement peur d'être comme leur père qu'ils sont trop gentils. C'est-à-dire que j'en ai 2 qui sont mariés, et c'est pas eux qui commandent à la maison. Et je me dis, bon, c'est beaucoup mieux que leur père, ça va sans dire, c'est leur problématique, c'est à eux de gérer. Et j'en ai un qui est resté célibataire, qui ne veut pas d'enfant, pas d'épouse, qui est très gentil, qui est beau gosse, qui est très intelligent, enfin, qui est infirmier, pompier, tout va bien. Mais non. Et je me dis, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, malheureusement ou heureusement, nous n'avons qu'un modèle d'amour, c'est l'amour de nos parents, ou de nos grands-parents, ou de nos oncles, de ce qu'on a vécu. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, inconsciemment, nous reproduisons l'image de nos parents. Moi, dans ma famille, c'était la violence. Et j'ai beau vouloir absolument pas reproduire la violence, je l'ai reproduit. J'y suis allée droit devant, sans m'en rendre compte, sans quoi que ce soit. Et ça, c'est l'inconscient, c'est-à-dire qu'on a un modèle. Mon grand-père était violent, mes oncles étaient gentils, sauf sous l'emprise de l'alcool. Je n'avais pas de modèle de père. Ma maman, elle faisait ce qu'elle pouvait. Ma grand-mère, certes, je n'étais pas sa préférée, ça c'était sûr. Mais voilà. Donc j'ai reproduit ce que j'ai pu. Et moi, j'ai mis quand même quelques années à me rendre compte que je reproduisais la violence, alors non pas physique avec mes enfants, mais la violence verbale. C'est-à-dire que j'étais intraitable avec eux, mais vraiment intraitable. J'avais une exigence envers eux qui devait être parfaite. J'étais vraiment très casse-pied, pas croire, je n'ai pas toujours été très gentille.
Il a fallu le miroir de mon ex-mari pour que je me rende compte que mais c'est pas ça que tu veux, Claudine, c'est pas ça. Tu peux pas leur faire ça. Et mes enfants, ils ont peur de reproduire l'image parentale. Donc, mes garçons n'osent pas être trop masculins, si on va dire des choses comme ça. Et ma fille, par contre, est très masculine. Très, comment dire, c'est elle qui dirige, c'est elle qui mène la barque. Et alors après, comment on peut faire, parce que c'est ça la question, pour ne pas reproduire, ou quand on s'en aperçoit, ne pas continuer à reproduire ce que l'on a vécu, ce qui ne va pas. Parce que nos parents, ils ne sont pas parfaits, certes, nous ne sommes pas parfaits, mais ils ont forcément des qualités. Tout le monde a des qualités. Comment faire pour prendre les qualités de nos parents, puis en leur laissant leurs défauts? Et moi, je vois avec mes enfants, c'est pas tellement ce que je leur ai inculqué qui fait ce qu'ils sont. C'est pas tellement parce que moi, je n'aurais pas non plus fait de grandes paroles, je n'aurais pas fait de grands discours non plus. Mais c'est plutôt ce que j'ai été. C'est plutôt ma façon d'être qui leur a permis d'être de belles personnes. C'est-à-dire que moi, je vous disais que je cherchais l'amour tout le temps. Donc, pour chercher l'amour tout le temps, j'ai fait beaucoup de bénévolat. J'ai fait beaucoup d'associatifs parce que je donnais beaucoup aux autres. Je donne. Le peu d'argent que j'avais, j'en donnais dès que je pouvais, à faire aux associations, etc. Enfin, j'étais en accord avec mes paroles et mes actions. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire que ce n'est pas les grands discours que j'ai dit, il faut faire, etc. C'est plutôt ce que j'ai été qui fait qu'ils ont eu un modèle. Mais moi, de tout ce que j'ai vécu de mon enfance, je me suis dit, longtemps quand mes enfants ont été élevés, moi aussi je vais quand même rencontrer un homme cette fois. Bon, ils ne sont pas tous forcément méchants, hein, pour s'en fout, il n'y a pas de raison que. Et donc, arrive un moment où je me dis, Claudine, essaye de chercher l'amour quand même. Et la première personne que j'ai, comme quoi la vie est super sympa, la première personne que j'ai rencontrée, j'allais sortir danser avec une copine, et je dansais tranquillement comme ça, et après un bel homme vient vers nous, j'étais avec ma copine, et il nous offre à boire un verre. Il parle, il est souriant, il est super gentil et tout. Et je me tourne vers ma copine, je lui dis, il vient pour qui? Il vient pour toi ou il vient pour moi? Elle me dit, il vient pour toi. T'es sûre? Oui. Bon, et effectivement, il venait pour moi. Et donc voilà, on discute, etc. Et le week-end d'après, il vient à la maison. Tout se passe très bien, très très bien. Alors là, je suis épatée. Parce que je n'ai jamais connu ça de ma vie. J'ai 48 balais, mais je n'ai jamais connu ça de ma vie. Tant et si bien que j'en pleure, bon, je pleure facilement, hein, c'est vrai. C'est ma grande spécialité. Hein. Les pleurs, c'est ma grande spécialité. Mais je pleure et je lui dis, non, tu m'as pas fait mal du tout. Non, tout s'est très bien passé, mais pour ça, j'ai pas l'habitude. En fait, c'est juste pour ça que je pleure, c'est juste que j'ai pas l'habitude qu'on soit aussi gentil avec moi, aussi doux, aussi attentionné avec moi. J'ai juste pas l'habitude. Et cette histoire durera 3 semaines. Très brève, hein. Et j'ai compris des années plus tard pourquoi elle ne pouvait pas durer plus longtemps. Parce que j'étais tellement en manque d'amour, mais je lui en demandais tellement que c'était juste pas possible. Il ne pouvait pas me combler mon manque d'amour, c'était à moi de travailler pour m'aimer moi-même et ne pas tout demander aux autres, c'était juste pas possible. Pour autant, je garde un très bon souvenir de cette très belle personne, parce qu'il m'a fait découvrir que l'amour existe et que moi aussi j'y ai droit. Même si je suis tardivement, mais peu importe, j'y ai droit. Après, j'ai rencontré une autre personne, et cette personne, c'était pareil. Je me disais, elle est vraiment très gentille, tout va bien, tout va bien. Les enfants me disaient, la mère, t'es sûre que t'es heureuse? Ah oui, je suis heureuse. Quand même, j'ai pas attendu 14 ans, je peux rester seule, mais je t'assure, je suis heureuse. Ah ouais. Non, parce que la façon dont il te parle, non mais c'est de l'humour, non mais c'est de l'humour, tout va bien.
d'accord, ok. Ok, c'est mignon. Ok. N'est pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Moi, j'habite le bâtiment Iris, au Sicon. Il y a des choses que je ne veux pas voir, je ne les vois pas. Hein. C'est clair. Et puis cet homme-là, on va rester 6 ans ensemble. À la fin, il va partir. Je comprends pas tout, mais en fait, il part. Il me dit, oui, c'était très bien pendant 3 ans, puis après, il n'y avait plus rien. Bon, je dis, non, je t'assure que non. Et franchement, sincèrement, je me rendais compte de rien. Bon, il part, c'est bien. 1 an plus tard, j'ai fait une formation. Et à cette formation, je comprends. Je me dis, oui, il avait raison. Je l'avais déjà quitté depuis 3 ans. Mais je ne m'en étais pas rendu compte. C'était inconscient. Parce qu'à un moment, dans une conversation, je lui dis que j'avais été violée par mon ex-mari. Et là, il m'a ri au nez. Il m'a dit, mais Claudine, ça n'existe pas, le viol entre mari et femme. Ok. Consciemment, j'en étais restée là. Mais mon inconscient avait dit, non, la Claudine, tu vas peut-être te respecter là quand même. C'est fini. Et inconsciemment, je lui avais fermé mon cœur et mon corps. Mais je ne m'en rendais pas compte. J'étais toujours fatiguée, j'avais plus le temps. On se voyait, moi, ce qui me manquait, moi, mais je ne m'en rendais pas compte. Il avait raison. Je l'avais quitté, mais pas consciemment. Parce que ce que je n'avais pas encore compris par rapport à l'amour, c'est que oui, tu peux être très gentil au lit. On est d'accord? Mais ça ne suffit pas. Il faut être gentil partout, il faut être respectueux partout. Et là encore, je ne m'étais pas écoutée, je m'étais leurrée. Je me suis dit, mais si, il est gentil, tout va bien. Mais non, il n'était pas gentil, tout n'allait pas bien. Alors depuis, je travaille là-dessus parce que je vais y arriver un jour quand même, je vais y arriver un jour à me respecter. Et c'est toujours ce même problématique du manque d'amour quand j'étais petite. Je recherche, alors moi, mais je recherche toujours l'amour qui me manque chez l'autre. Et tant que je chercherai l'amour qui me manque chez l'autre, ça n'ira jamais. Ça ne peut pas aller. L'amour que je rencontrerai, ce sera la cerise sur le gâteau. Alors la cerise, c'est merveilleux parce que ça clôt le tout. Mais si cette cerise n'est pas là, ça n'empêchera pas d'être heureux. Ça ne doit pas m'empêcher d'être heureux. Toute ma vie, j'ai cherché l'amour et je me suis pris des claques parce que j'ai cherché l'amour auprès des autres. Et j'avais tout faux. L'amour, c'est à moi de me le donner. Mais de m'aimer pas seulement la belle personne que je suis à l'intérieur de moi, mais aussi mon corps physique. Parce que le corps a beau être une enveloppe, si mon enveloppe ne me plaît pas, je ne m'aime pas. Et donc là encore, je ne suis pas juste. Alors moi, j'ai mis 57 ans. Je vous souhaite pour vous de mettre un petit peu moins de temps que moi. Et si ce n'est pas le cas, si c'est déjà trouvé, c'est parfait. Mais peu importe le temps que l'on met, l'essentiel, c'est d'arriver à être heureuse, mais vraiment heureux et heureuse, dans sa tête et dans son corps, sans être obligée de j'ai pas de raison de me plaindre. Alors ça, j'ai horreur de ça, quand les gens disent oui, oh, je suis pas malheureuse. Ben, c'est que tu n'es pas heureuse. Hein. Je suis désolée, mais si tu es heureuse, ça se voit, ça se ressent. Et puis tu te dis, bah oui, je suis heureuse, tout simplement. Et sans culpabilité, parce que des fois, quand d'autres gens sont malheureux autour de vous, comme ça, tu dis, oh, ben moi je suis heureuse. Enfin, si ça se trouve, je suis peut-être pas si heureuse que ça. Bon, on se trouve toujours des petits trucs. Si. J'ai le droit, j'ai parfaitement le droit d'être heureuse. Je le mérite, comme tout à chacun, pas plus ni moins. Je ne suis pas mieux que les autres, je ne suis pas moins bien que les autres, je suis moi. C'est aimer soi-même, c'est aimer ce que l'on est, la belle personne que l'on est à l'intérieur, et c'est aimer aussi son corps. Parce que moi, mon corps, je ne l'ai pas aimé pendant très longtemps. Bon, je revoulais de grandes mains, bien sûr, forcément. Je ne serai jamais grande main. Je suis petite et je suis costaud. Mais j'ai compris qu'il fallait que je sois petite et costaud pour pouvoir faire face à toutes les épreuves que j'ai traversées dans ma vie. Si j'étais une petite brindille,
je n'aurais pas pu supporter tout ce que j'ai supporté. Et tout est juste. Et puis ne dit-on pas d'ailleurs que tout ce qui est petit est mignon, n'est-ce pas? Donc c'est tout un travail de cheminement depuis la mort de mon père jusqu'à l'acceptation de moi-même, de l'amour de moi-même, pour m'ouvrir à l'amour de, comment dire, à l'amour de l'amour. Alors je ne trouve pas le mot, mais je vais trouver. C'est pas l'amour de mon prochain, parce que ça je l'avais avant. Comment que je peux dire l'amour véritable, mais en dehors des enfants, des petits-enfants, l'amour véritable et l'amour partagé, l'amour respecté, l'amour, tout simplement. C'est ça, l'amour véritable, tout simplement. Alors je vous souhaite à tous et à toutes, si ce n'est pas fait, de trouver l'amour, de vous aimer vous-même, intérieurement et extérieurement parlant. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Merci à toi.